Bonjour, Jean-Michel Besnier. Merci beaucoup pour l'occasion, pour cet entretien. La première question, philosophe et professeur à l'Université de Paris-Sorbonne, vous avez étudié la théorie de la connaissance et la philosophie politique avant de vous intéresser à la philosophie de technologie et à l'interprétation des scénarios actuels et futurs. Vos essais demandent le post-humain, le futur a-t-il encore besoin de nous? Et l'homme simplifié, le syndrome de la touche étoile, date des années 2000. Pourriez-vous nous parler un peu du parcours de votre pensée et la manière dont vous avez abouti à l'analyse des post-humanités et les implications morales des mutations anthropologiques? Écoutez, très bien. Donc, vous me demandez de restituer un petit peu mon itinéraire intellectuel depuis, disons, l'origine. J'étais d'abord historien de la philosophie, plutôt. J'avais écrit une grosse histoire de la philosophie moderne et contemporaine. Et j'étais plutôt tourné du côté de la philosophie politique. Et j'avais fait une thèse sur Georges Bataille, qui a été publié sous le titre Georges Bataille et la politique de l'impossible. Donc, rien ne me prédisposait à découvrir l'univers des technologies, si ce n'est que les hasards de la mutation universitaire m'ont conduit à être recruté par l'Université de technologie de Compiègne. En France, l'Université de technologie de Compiègne est réputée pour former des ingénieurs. Et donc, je me suis trouvé dans un environnement où il y avait des spécialistes de génie informatique, de génie mécanique, de génie physique, de génie urbanistique, etc. Et dans cette université, on m'a demandé de développer des recherches en sciences cognitives. Plongé dans les sciences cognitives, dans l'intelligence artificielle, j'étais évidemment tout à fait attentif au progrès que l'on pouvait faire sur le terrain des technologies cognitives, bien sûr. Et c'est dans les années 2005-2006 que j'ai découvert des prétentions formulées par des technologues qu'on appelle quelquefois des technoprophètes, hein, des technologues américains, hein, qui nous annonçaient haut et fort que les sciences et les technologies allaient bientôt pouvoir réaliser toutes les aspirations de l'espèce humaine. En tout cas, j'étais confronté au transhumanisme et à tous les discours qui, aujourd'hui, nous annoncent que l'humain est en voie de connaître une rupture considérable, puisque la prophétie majeure des transhumanistes les plus radicaux nous annonce que dans une décennie ou deux, eh bien, on connaîtra un événement catastrophique qu'on appelle la singularité et qui permettra à une intelligence artificielle consciente d'elle-même de triompher et de rendre nos intelligences humaines complètement obsolètes. Donc, c'est l'annonce finalement de l'avènement d'un post-humain qui devient l'annonce principale du transhumanisme. Alors j'ai écrit en 2009 un livre intitulé Demain les post-humains, avec un sous-titre que j'emprunte à Bill Joy, hein, Le futur a-t-il encore besoin de nous? Et dans ce livre, je tâche de faire le point sur la démarche des transhumanistes en associant la vision des transhumanistes avec des mouvements culturels qui ont eu une grande importance, mais qu'on a complètement recouvert, hein,
l'un des mouvements culturels les plus importants, c'est celui qu'on a appelé de la contre-culture dans les années 1960, la contre-culture américaine. Bizarrement, j'ai découvert qu'un certain nombre des ténors du transhumanisme contemporain avaient fait leurs premières armes dans cette contre-culture américaine. Et ils ont découvert l'informatique vers le début des années 70. Et dans l'informatique, ils ont considéré qu'ils avaient un instrument capable de réaliser leurs idéaux de rupture. Ils se sont dit, après tout, avec l'informatique, on peut mettre en communication des communautés de vie telles que les hippies les développaient, et on peut mettre aussi en œuvre des stratégies susceptibles de contourner le pouvoir des États centraux. Donc on va pouvoir réaliser une espèce d'humanité débarrassée de la politique bourgeoise, du capitalisme, etc. Donc ces transhumanistes se sont formés finalement à une idéologie qui était une idéologie libertaire. Et puis, il s'est passé ce que vous savez, à savoir que les instruments de l'informatique dont ils espéraient qu'ils pourraient nourrir des idéaux d'émancipation, eh bien, ces instruments d'informatique sont devenus les méga-machines, les GAFAM, sont devenus toutes ces grosses usines à produire de l'aliénation et non pas de l'émancipation. Donc, c'est ça qui est devenu finalement mon interrogation politique. Comment, avec une trajectoire qui visait à la liberté, en est-on venu à une réalité qui nous impose une contrainte. Et c'est là où, très très vite, je me suis rendu compte que les transhumanistes n'étaient pas au service de l'humanité, mais étaient au service de la disparition de l'humanité. Et c'est là que j'ai été attentif à tous ces discours extrêmes dans lesquels les transhumanistes nous disent tout simplement qu'il faut en finir avec l'humain. Et il faut préparer le terrain à quelque chose d'autre que l'humain. Parfait. Dans cette analyse, vous tissez une interprétation en dialogue avec les principaux penseurs classiques et contemporains. Vous tissez des arguments ayant par interlocuteur auteurs como Jacques Ellul, Adorno, Habermas, Lutterdijk, Latour, Stangès, Haraway, Serre, etc. Vous utilisez également beaucoup la littérature de science-fiction, fiction scientifique, qui vous offre ce que l'on peut appeler les expériences de la pensée ou expériences de pensée. Pourriez-vous traiter un peu de ces deux points? Quels sont vos principaux références philosophiques et quel est le rôle de la fiction dans la construction de l'analyse du temps présent et du futur proche? Alors, c'est difficile parce que mes références sont multiples. Par exemple, Michel Serres a été un ami et un interlocuteur, mais un interlocuteur avec lequel je me disputais tout le temps. Tout le temps. Michel Serres était quelqu'un qui disait que les technologies numériques, cognitives, réalisaient une révolution qui était aussi importante pour lui que la révolution de l'écriture et la révolution de l'imprimerie. Et j'ai jamais été d'accord avec lui. Je lui dis mais non, le monde que nous mettons en place aujourd'hui n'est pas un monde comparable à celui de la Renaissance européenne dans laquelle l'écriture a ouvert de nouveaux chantiers.
Et je lui disais qu'il confondait le signe et le signal. Le signe, dans le monde de l'imprimerie, appelé au dialogue, et les livres sont le témoignage même de la mise en œuvre de ce dialogue, dialogue par-delà les frontières géographiques, les frontières culturelles, etc. Donc on était bel et bien dans quelque chose d'humaniste avec l'écriture, mais avec le numérique, on est dans le signal. Et le signal, c'est le message qui cherche à nous imposer des comportements. Un signal cherche à produire des comportements. Un signe cherche à produire des signes. Nous échangeons des signes, et nous obéissons à des signaux. Le monde que nous créons est un monde donc tout entier basé sur le traitement du signal et la production de signaux. Non, si je devais désigner l'auteur qui m'a toujours accompagné, c'est Georges Bataille, parce qu'il a une vision à la fois englobante du monde et une vision qui sait mettre en évidence le déchirement de ce monde. Et Bataille m'a toujours impressionné de ce point de vue-là, parce qu'il nous permet de comprendre comment se constituent les grands systèmes sociaux notamment, les systèmes économiques, et en même temps, il nous permet de comprendre que ces systèmes ne peuvent pas nous satisfaire en tant qu'individus, en tant que sujets. Je dirais que cette perspective-là qu'a développée Georges Bataille, il l'a puisée chez Nietzsche d'abord. C'est sans doute auprès de Nietzsche qu'on peut alimenter le plus le refus aujourd'hui, par exemple, de l'homme augmenté. Le surhomme de Nietzsche n'est évidemment pas l'homme augmenté des transhumanistes, il en est même le contraire, parce que le surhomme, c'est celui qui assume la volonté de puissance, c'est-à-dire la volonté de vie, la vitalité fondamentale, qui nous caractérise comme humains, alors que l'homme augmenté est un homme qui substitue de plus en plus de technologie à la vie elle-même, et qui est en train de déplacer le vivant vers le cyborg. Vous me demandiez ce qu'il en est de la science-fiction. Quand la science-fiction met l'accent sur cette question de savoir où mettre au juste le curseur entre ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire, il y a des choses qu'on est capable de faire aujourd'hui. Peut-on s'interdire de les faire? Par exemple, on a ce fameux ciseau moléculaire, CRISPR-Cas9, qui nous permettrait sans doute de manipuler le génome des êtres humains à venir. D'où vient que, pouvant le faire, nous puissions vouloir ne pas le faire? C'est ça la vraie question. Et la science-fiction, d'une manière générale, m'intéresse, puisque, comme vous le disiez, elle met en scène des expériences de pensée. Elle permet de prolonger fictionnellement, des situations plausibles, mais elle comporte toujours soit cette dimension de mise en garde, en disant attention, si vous allez par là, alors voyez ce que ça va donner. Mais la bonne science-fiction, elle est aussi celle qui nous conduit à poser les bonnes questions. Que voulons-nous conserver de l'humain? Ou pourquoi nous acharnons-nous à ne pas aimer l'humain aujourd'hui? Parfait. Je voudrais maintenant aborder vos interpretações des utopies post-humaines et du rapport de l'homme moderne aux technologies. Les technologies contemporaines, vous le dites, nous contraignent à réviser de fond en comble nos certitudes. L'ère des post-humains qui s'annonce est, pour cette raison, propice à la philosophie. En ce sens, je pense que pour vous, les utopies post-humaines doivent être bien comprises, puis ensuite être adéquatement critiquées. Ils portent en eux plusieurs problématiques pertinentes, comme l'épuisement de l'humanisme traditionnel,
la perspective de dépassement d'un certain rationalisme présent dans une certaine modernité, les prises en compte de la relation avec les humains et non humains, etc. En revanche, il me semble qu'ils sont radicalement problématiques, les post-humanistes et surtout les transhumanismes, lorsqu'il s'agit du problème de la relation entre la technologie et la moralité, un caractère problématique qui découle d'un certain esprit de l'époque, d'une fatigue d'être soi, d'une certaine honte prométhéenne, comme le dit Gunther Anders, cité par vous. Pourriez-vous parler des implications morales et éthiques présentes dans ces utopies de la disparition ou du dépassement de l'humain? Alors les transhumanistes là-dedans, ils sont arrivés, ils ont porté des utopies qu'on s'est mis à écouter de manière différente, hein, puisqu'ils nous ont dit, voilà, aujourd'hui, on est à la veille d'une nouvelle renaissance. Les nanotechnologies, les biotechnologies, la science de l'information, les sciences cognitives, les neurosciences, tout cela qui converge, on appelle le mouvement NBIC, tout cela qui converge est en train de nous dessiner une trajectoire qui va conduire à renouer avec des idéaux de, non pas de perfectionnement, mais d'augmentation. Donc, les transhumanistes sont arrivés avec un arsenal de discours visant non plus à réaliser le meilleur, mais le plus grand, le plus. Hein. Ils ont revendiqué l'homme augmenté et non pas l'homme amélioré. C'est très différent. Hein. Le mot américain enhancement, hein, qu'on a traduit par augmenter, on aurait pu aussi le traduire par améliorer, mais on l'a traduit par augmenter. Et ces utopies du post-humain, bah, oui, elles sont fondées sur la conviction que ces NBIC, cette convergence technologique, va nous conduire vers toujours plus d'immatériel, puisque c'est une des grandes idées des transhumanistes que de dire que tout est mis en place aujourd'hui pour que nous nous libérions, nous nous délivrions du matériel, de la matière, du corps aussi, se délivrer du corps, pour engager un avenir où finalement le numérique, l'algorithme triompheront. Hein. Et les utopies portées par ces transhumanistes vont très très loin, puisqu'elles nous disent que finalement notre salut sera dans cette dématérialisation. Certains transhumanistes, vous le savez, nous disent que le triomphe des technologies consistera à réaliser la pensée intégrale. La pensée intégrale, c'est la connexion immédiate de notre cerveau avec Internet. Voilà, lorsque nous aurons réalisé des implants intracérébraux qui pourront porter Internet, eh bien, nous serons dans une situation d'immédiateté avec ces technologies-là. Et puis d'autres, vous savez, nous annoncent que l'immortalité tiendra au fait que nous pourrons peut-être, sûrement, disent-ils, transférer notre cerveau sur des puces électroniques ou voire même transférer le cerveau sur le cyberespace, hein, ce qui nous permettrait de nous immortaliser. Donc ces utopies sont intéressantes parce qu'elles tirent vraiment la leçon de l'échec de la modernité, hein, de la modernité qui voulait, à la manière de Condorcet, le bonheur et le progrès. Elle tire la leçon de l'échec de la modernité pour promouvoir une autre vision, mais qui est une vision de rupture et non plus de progrès. Il faut pousser les technologies au plus loin jusqu'à ce que l'humain puisse céder la place à quelque chose d'autre. Et donc c'est cette utopie, contre-utopie ou dystopie
d'une rupture qui est à l'ordre du jour aujourd'hui et qui traduit l'esprit du temps. Je voudrais aussi poser une question qui aborde la relation entre l'humain, la machine, les animaux et la vie. Comme vous le dites, le problème de robot n'est plus d'abord technique, il est avant tout un problème de morale et de politique, c'est-à-dire de coexistence dans une civilisation possible. Il me semble que les robots, comme les animaux, permettent un renouvellement des exigences éthiques imposées aux humains, mais aussi et surtout les robots peuvent être les symptômes d'une humanité simplifiée, réduite et instrumentalisée. Quelles sont les implications du développement des technologies contemporaines, voire de leur processus de convergence pour notre compréhension de la relation de l'humain avec la vie, l'animalité, la machine et enfin et surtout avec lui-même? Qu'est-ce qui peut rester éthique dans le monde d'aujourd'hui? À quelles conditions peut-on encore être éthique? Alors, ma réponse, elle est assez simple. Elle consiste à dire que pour être éthique, il faut avoir conscience de sa fragilité. Nous sommes des êtres éthiques parce que nous sommes des êtres qui communiquons. Et si nous communiquons les uns avec les autres, c'est parce que nous sommes inachevés, parce que nous sommes imparfaits, parce que nous sommes fragiles. Supposons que les transhumanistes réalisent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire la perfection. Supposons que l'homme augmenté donne prétexte à un post-humain parfait. Supposons que nous soyons complètement parfaits. En quoi aurions-nous besoin les uns des autres? En quoi est-ce que j'aurais besoin de communiquer avec les autres si j'étais parfait? Je crois que ce dont on prend conscience aujourd'hui, c'est du fait qu'il n'y a d'éthique que de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est la blessure. Nous communiquons par nos blessures, disait Georges Bataille. C'est parce que nous sommes ouverts, inachevés, que nous communiquons. Donc, les utopies post-humaines sont toutes des utopies qui visent à rendre superflue l'éthique. Alors, est-ce qu'il faut vouloir, pour cette raison-là, que nous demeurions inachevés ou que nous demeurions fragiles? Je ne dis pas ça. Je dis simplement que la condition de l'humain, c'est qu'il est dans cette situation de vulnérabilité. Nous sommes des êtres qui naissons par hasard, du fait de la rencontre de deux gamètes. Nous n'avons pas choisi d'être ce que nous sommes. Nous sommes donnés à nous-mêmes. Nous sommes des êtres qui souffrons, qui tombons malades, qui vieillissons et puis qui mourrons. C'est ça, la condition humaine. Les technologies veulent supprimer tout ça, veulent que nous fabriquions l'humain et que nous ne le laissions pas naître, veulent supprimer la douleur avec les neurosciences, veulent supprimer le vieillissement avec la maîtrise des cellules souches totipotentes, par exemple, et puis veulent supprimer la mort. Donc, pour répondre à votre question, il y a une offensive des technosciences contre ce qui est la vie humaine, proprement dite, et pas simplement la vie humaine, la vie en tant qu'elle est donnée, qu'elle est un donné, j'allais dire naturel, parce que la condition des animaux est la même que celle des humains dans le contexte qui est le nôtre. Donc, c'est ça qui est sans doute l'aspect le plus préoccupant, cette espèce de fatigue effectivement d'être soi, de fatigue d'être un humain, de fatigue d'être l'objet d'une vie que nous ne maîtrisons pas intégralement. Et
le monde des technosciences que nous avons mis en œuvre, que nous laissons se développer, est un monde qui veut en finir avec la vie, qui est profondément mortifère en ce sens. Mortifère. C'est pour ça que à chaque fois que j'ai parlé du désir d'immortalité chez les transhumanistes, je dis ce désir d'immortalité est mortifère, vise à faire mourir le désir, tout simplement. Car ça, les philosophes des Platon l'ont bien souligné, l'ont bien montré. Nous sommes vivants parce que nous sommes des êtres de désir. Et nous sommes des êtres de désir parce que nous sommes inachevés. Et nous sommes des êtres de désir parce que nous voulons l'absolu. C'est la nature érotique de l'humain qui est définie de cette manière-là. Et vouloir en finir avec le désir, oui, c'est l'obsession des technologues qui veulent supprimer en nous cette composante d'ouverture. La dernière question, vous dites d'une façon concluante. De ce point de vue, les utopies post-humaines accomplissent la fonction critique de toute utopie, percer à jour les folies du monde réel derrière l'imaginaire ou les fantasmes qu'il produit, afin d'orienter le présent vers un avenir désirable. À ma grande surprise, j'ai découvert que vous êtes signataire du second manifeste convivialiste mené par Alain Caillé et ses collègues du mouvement utilitariste en sciences sociales, MOS. Le manifeste convivialiste s'est déployé au Brésil et en Amérique latine depuis que nous, à l'Atelier des Humanités, l'avons publié en portugais et avons travaillé à la construction du convivialisme ici. Je voudrais terminer par une réflexion éthique qui met en scène l'art de la convivialité avec ses principes du manifeste, commune humanité, commune socialité, commune naturalité, légitime individuation, opposition créative et impératif du contrôle de l'ubris. Convergeant avec vous, les manifestes pointent vers les défis de construire des formes de convivialité dans une humanité élargie. En revanche, nous devons, selon lui, avoir les moyens de contrôler l'ubris des technosciences. Est-il possible, Monsieur Besnier, d'intégrer dans votre réflexion éthique l'apport du convivialisme pour sortir de cette fatigue de soi, d'une humanité réduite et instrumentalisée? Oui, je dirais que d'une certaine façon, le convivialisme me paraît être la voie à suivre aujourd'hui, parce que les convivialistes ne sont pas des réfractaires systématiques au monde moderne, loin de là. Les convivialistes sont convaincus simplement que nous devons renouer avec des valeurs d'humanité qui sont effectivement menacées dans le monde qui est le nôtre. Par exemple, moi j'adhère complètement à tout ce qui relève de la décroissance chez les convivialistes. Mais la décroissance, évidemment, pas au sens d'une réaction, d'une régression, mais la décroissance au sens des choix à faire pour développer de manière sobre, la sobriété est extrêmement importante, de manière sobre les pouvoirs techniques dont nous avons besoin et qui nous sont utiles. Donc effectivement, le projet, l'utopie du convivialisme, c'est de maîtriser l'hubris technologique, c'est de rappeler les valeurs de croissance humaine, dont nous sommes capables et qui passent par la parole, la circulation de la parole, la décision commune, la prise en charge du quotidien, et cette espèce d'appétit d'échange qui se moque complètement des frontières nationales, et qui se moque des frontières générationnelles. Donc, ne pas se laisser enfermer dans des frontières, réouvrir le monde, réouvrir les fenêtres, si l'on peut dire. Donc, je suis parfaitement d'accord pour dire que contre la fatigue d'être soi
postmoderne, transhumaniste, il faut tâcher de réactiver ce désir de l'autre, qui est susceptible de nous satisfaire, chacun d'entre nous. Hein. Le désir de l'autre est la condition même du bonheur pour soi. Hein. Et c'est ce qu'exprime cet appétit de convivialité.